J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour à toutes et à tous, ça reste entre nous sur Radio J, l'émission politique comme nulle part ailleurs, les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les réussites et les petits malheurs de nos femmes et de nos hommes politiques, le tout sans la moindre langue de bois. C'est rare et c'est tous les mercredis 21h sur Radio J. Alors cette semaine, à 10 jours du scrutin européen du 9 juin, on va consacrer une grande partie de cette émission à un point complet sur la campagne, les rapports de force, la pole position de Jordan Bardella, les difficultés de la candidate macroniste Valérie Hayé et la dynamique de Raphaël Glucksmann à gauche. Et puis on va s'intéresser au débat sur le débat. La confrontation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen aura-t-elle lieu? À l'évidence, non, mais ça fait jaser. Et puis, dernière partie d'émission consacrée à la question sensible de la fin de vie en débat cette semaine à l'Assemblée. Coulisses, analyse, décryptage tout de suite avec nos invités. Alors, pour en parler autour de la table, l'élite des éditorialistes, les Top Guns du décryptage, la crème de la crème. Et aujourd'hui, c'est la Dream Team. Alors, c'est toujours la Dream Team, mais j'ai envie de dire, aujourd'hui encore plus que d'habitude, l'inévitable Yves Tréhard, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir Yves. Bonsoir David, bonsoir à tous. L'incontournable, désormais, Charles Sapin, journaliste au point, spécialiste des populismes et des droites extrêmes. Bonsoir Charles. Bonsoir David, bonsoir à tous. Et au téléphone, la non moins indispensable Émilie Zapalski, éditorialiste, communicante, présidente de l'agence Émilie Conseil. Bonsoir Émilie. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, je vous rappelle la règle du jeu, pas de off, pas de langue de bois, vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâchez tous nos rencontres. Bien entendu, tout ceci reste entre eux. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne va pas fort pour la Macronie, campagne extrêmement laborieuse de la tête de liste Renaissance Valérie Hayé, largement distancée par celle du RN Jordan Bardella. L'écart dans les intentions de vote à 10 jours du scrutin, je le disais, c'est désormais plus de 16 points selon le rolling quotidien de l'IFOP d'hier, mardi, 34% au RN contre 15,5% à Renaissance. Yves Tréhard, pourquoi un tel écart? Pourquoi ça ne décolle pas cette campagne macroniste? Parce que, pour plusieurs raisons, hein, comme toujours, mais une des raisons principales, c'est qu'il y a vraiment une exécution en règle du président de la République, puisqu'en fait, c'est lui le candidat du camp présidentiel. Et donc, il y a un rejet du président de la République pour plusieurs motifs, qui sont sa politique, son attitude vraisemblablement, son l'usure du pouvoir, qui est de plus en plus forte. Faut voir qu'il est là depuis 7 ans maintenant, hein. Il y a ça. Il y a une deuxième raison, c'est que le Rassemblement national, Charles peut en parler savamment, a quand même changé, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là. Il a beaucoup changé. Il s'est évidemment recentré. Il a arrêté de gueuler dans les micros et pour un discours qui est beaucoup plus lisse d'une certaine façon, mais aussi plus audible. Et puis il a le Rassemblement national la chance d'avoir un jeune homme là à la tête de sa liste qui est un jeune homme qui passe bien. Il dit pas grand-chose. Je ne sais pas s'il a beaucoup d'idées, mais en tous les cas, il est propre sur lui et il fait jeune marié idéal, je dirais. Donc ça compte beaucoup dans un désert quand même politique qui est absolument effarant. Alors, vous avez raison de dire qu'il ne dit pas grand-chose, le président du RN, dans cette campagne. Beaucoup de sorties sur le terrain, de selfies, de grands sourires, mais sur le fond. Et pourtant, Charles, ça marche quand même. Ça marche totalement. En fait, c'est assez intéressant. C'est une drôle de campagne pour Jordan Bardella, qui, depuis septembre qu'il est là, qu'il laboure le terrain. Alors, il va dans les terrains de force du Rassemblement national partout en France pour mobiliser ses électeurs, mais pas un concept nouveau, pas rien d'innovant, en fait, dans cette campagne où il est finalement très en retrait, très prudent. C'est une campagne de rente. Et ça marche. Pourquoi ? Campagne de rentier. Mais exactement. Mais pourquoi ? Parce que en fait, il a 2 moteurs qui marchent à plein. Ce que Yves vient de rappeler excellemment, c'est l'antimacronisme qui est extrêmement fort. Et ça, pour le coup, il n'a pas besoin de grand-chose, puisque Marine Le Pen a été désignée et le Rassemblement national comme premier opposant à Emmanuel Macron, donc il n'a pas à faire grand-chose pour capitaliser sur cet antimacronisme. Et puis, si vous voulez, il y a des choses... des grands marqueurs du Rassemblement national sont en tête des préoccupations des Français. Quand vous regardez le détail des préoccupations des Français, c'est le pouvoir d'achat.
Marine Le Pen a fait toute sa dernière campagne présidentielle sur le sujet. C'était le gros sujet de la campagne des législatives. Vous avez évidemment l'immigration. Le lien entre immigration et Rassemblement National, et avant lui, Front National, c'est depuis les années 70. Et vous avez en dessous l'insécurité. Donc si vous voulez, Jordan Bardella... Il coche toutes les cases de ce point de vue. Il n'a même pas besoin de parler, si vous voulez. C'est une incarnation, il est là, il est prudent, il ne dit rien, et par sa seule incarnation, et comme Yves le soulignait, c'est-à-dire il essaye d'être le plus lisse possible pour être ce que les sondeurs appellent la meilleure surface de projection possible, c'est-à-dire que vous soyez vieux, que vous soyez jeune, que ce soit la tante, l'oncle, en fait tout le monde se projette sur Jordan Bardella. Pourquoi ? Parce qu'il ne dit pas grand-chose en fait, et il ne fait que capitaliser sur cet antimacronisme et sur l'actualité. Une campagne de rentier, selon Charles Sapin. Émilie Zapalski, comment vous décryptez sa stratégie de communication ? Comment vous l'analysez, cette stratégie qui est gagnante pour le coup dans les sondages pour l'instant ? Oui, elle est gagnante et c'est pas la première fois, puisque déjà pour la présidentielle 2022, même si Marine Le Pen a pas gagné, elle a progressé en termes de communication. C'est vrai qu'ils ont changé, mais ils ont changé en surface. C'est ce que disait Yves Tréhard, il y a eu du changement. Pour moi, c'est du changement en termes de communication, parce qu'en effet, ils sont recentrés sur les préoccupations des Français, sur le pouvoir d'achat. Charles Sapin citait comme première préoccupation le pouvoir d'achat. Et c'est exactement là-dessus qu'il est Jordan Bardella, c'est sa force, c'est qu'il ne parle pas d'Europe en général ou de manière très technique, comme l'a fait Gabriel Attal ou comme le fait Valérie Ayé de manière très réussie, mais c'est très technique. Il parle des préoccupations des Français, il ramène tous les sujets européens aux sujets français, aux préoccupations des Français, et je pense que là, c'est sa force. Et il y a un autre sujet, c'est que ils sont vraiment dans le protectionnisme, dans le souverainisme. C'est eux qui avaient porté ces idées-là que maintenant tout le monde partage. Il y a beaucoup plus de critiques contre l'Europe qu'il n'y en avait avant. Et pour ça, les deux candidats, Valérie Ayé et Jordan Bardella, sont très différents, puisque Valérie Ayé porte ce bilan et puis ce côté très volontaire d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Europe, alors que Jordan Bardella est beaucoup plus critique. Et on sait que les Français sont très critiques, même s'ils veulent rester dans l'Europe. Ils sont très critiques vis-à-vis de l'Europe. Donc je pense que ça, c'est très très porteur, au-delà même de sa personnalité, au-delà même de cette communication très lissée qu'a réussi le Rassemblement National pour cacher un petit peu qui faisait mauvais genre. Donc ça fait un cocktail très réussi. Et juste à noter, c'est vrai que cette candidate Valérie Ayé n'arrive pas à imprimer, n'arrive pas à communiquer, elle est trop technique. Probablement c'est une erreur de casting que Macron, Attal essaie de remplacer, mais ça ne marche pas. Et toutes les critiques vis-à-vis du Rassemblement national ont l'air d'être totalement contre-productives. Oui, ça glisse un peu comme sur les plumes d'un canard, à tel point que la semaine dernière, Yves Tréhard débat Jordan Bardella versus Gabriel Attal. Tous les commentateurs ont souligné que le Premier ministre avait pris le dessus sur la tête de liste du RN, mais alors, effet zéro sur les sondages, voire même légère progression de Bardella. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça rien ne marche ? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, il ne faut pas prendre les Français pour des canards sauvages. La première raison, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas bêtes, les Français. Ils savent que Attal, il n'est pas candidat à l'élection européenne. Donc, celle qu'ils auraient voulu voir devant eux, c'est Madame Ayé. Et c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est qu'encore une fois, c'est le rejet complet. Techniquement, il est supérieur, mais émotionnellement, il est inférieur d'une certaine façon. C'est triste à dire, mais c'est d'ailleurs affligeant et c'est grave pour la politique. Parce que ni l'un ni l'autre ne sont très émotionnels, on va dire, comme jeune personnalité politique. Ce qui est terrible, c'est que l'homme qui avait la technique et qui maîtrisait quand même ces sujets le mieux, je le dis franchement, c'est Gabriel Attal. C'est pas lui qui remporte les suffrages dans les sondages. Les études d'opinion montrent que c'est loin de là. Donc, c'est inquiétant, je dirais, pour la suite, parce que je crois que les Français, ils font confiance maintenant, ou ils mettent un billet plutôt sur celui qui est vierge, qui n'a pas de passé politique, qui n'a pas de bilan, et qui, après tout, peut dire n'importe quoi. C'est pas grave, on va quand même l'essayer, mais c'est pas pour ça d'ailleurs que l'avenir est plus radieux. Pour moi, c'est très inquiétant. L'avenir politique est très 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 inquiétant. Justement, vous citiez le fait que Emmanuel Macron conduit cette campagne et efface totalement Valérie Ayé. Donc est-ce que c'est elle qui est en cause par sa faiblesse, ou est-ce que c'est Charles Sapin ? Eh bien, toujours cette volonté d'Emmanuel Macron de s'imposer sur le devant de la scène, de prendre en personne la tête des opérations, y compris dans les moindres détails, on l'a vu ces derniers jours. Non, mais je pense qu'il ne faut pas être trop dur avec cette pauvre Valérie Ayé. Pourquoi ? Parce que il y a 5 ans, en 2019, il y avait une tête de liste
du parti qui s'appelait pas encore Renaissance, qui était En Marche, qui s'appelait Nathalie Loiseau. Et tout le monde s'accordera à dire que c'était peut-être la pire tête de liste à une campagne nationale de l'histoire de la Ve République. Bon. Vous êtes dur, Non, c'est une catastrophe à tous les points, sur la forme, sur le fond. Bon. Et elle est arrivée moins d'1 point derrière la liste du Rassemblement national, conduite par Jordan Bardella. Autour de 25 tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans ? Finalement, il y a 5 ans de gestion d'Emmanuel Macron, et on voit en fait quelque chose qui est très intéressant du point de vue politique, c'est que nous sommes en train de vivre la fin d'un cycle. L'ancien monde est en train de mourir, le nouveau monde n'est pas encore né, et entre deux naissent les montres, selon l'expression. Mais si vous voulez, Emmanuel Macron joue depuis 2017 maintenant un pas de deux avec le Rassemblement national. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une élection nationale, il résume cette élection en l'essentialisant à un duo-duel avec ce qu'il appelle la lèpre populiste. Pourquoi ? Pour mobiliser au maximum ses électeurs et asphyxier les autres forces de centre-gauche et de centre-droit. Et c'est quelque chose qui ne marche plus. Et j'ai envie de dire, il a retenté le coup avec ce nouveau débat Macron-Le Pen. On va en parler dans la deuxième partie. Yves Tréhard, juste un petit mot, et après Émilie Zapalski deux petits mots, effectivement. Le premier, c'est je crois qu'il y a 5 ans, ils ont bénéficié de la crise des Gilets jaunes, contrairement à ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il y avait un tel désordre qui exaspérait les Français, qui se sont... Réflexe légitimiste. Exactement. Je crois que c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que Monsieur Macron, qui nous parle d'Europe, oui, mais il nous parle d'Europe pour des bacs plus 15, si vous voulez. Le discours de la Sorbonne, ça passe au-dessus de la tête de tout le monde. C'est très intelligent, c'est très intéressant, mais c'est pas le sujet des Français. Le sujet des Français, comme l'a dit Charles, c'est les préoccupations vraiment du quotidien, que sont la sécurité, le pouvoir d'achat, des choses comme ça. Et c'est pas ces discours qui sont bien balancés, mais qui sont inaudibles pour beaucoup. Pourtant, il avait fait un bon discours, il avait dramatisé à l'envi, il avait parlé d'une Europe en danger de mort il y a un peu plus d'1 mois à la Sorbonne, 2 heures de grands discours à la Fidel Castro. Ça n'a pas marché du tout, Émilie, hein. Vous êtes d'accord avec Yves sur ce point ? Oui. Ça n'a pas marché du tout parce que c'était trop complexe, trop technique. Alors si on regarde, si on écoute bien, dans le fond, il y avait des bonnes idées. Il y avait même des idées qui pouvaient donner de l'élan à cette Europe sur le plan de la défense, qui sont pas idiotes au moment où on vit de plus en plus de guerres. Mais en effet, c'est noyé dans quelque chose de très verbeux, de très bavard, comme le fait Emmanuel Macron très bien, mais qui n'a eu aucune incidence. Il n'était pas du tout audible là-dessus. Il pêche, Emmanuel Macron, à faire le tri de ses idées, à essayer de communiquer sur quelques axes qui feraient mouche et de s'en tenir là. Ce que fait Jordan Bardella, finalement, il a une communication beaucoup plus simpliste, et vous l'avez dit tout à l'heure par rapport à Attal, il va beaucoup moins en précision, beaucoup moins en détail, beaucoup moins en technique, mais quelque part, il martèle les mêmes idées. Lui, c'est protéger les Français, protéger la France contre les étrangers, contre les Chinois sur le plan économique, et ça fonctionne comme ça parce qu'en effet, on a l'impression que c'est plus protecteur, c'est plus simple à comprendre. Moi, contre le Rassemblement national, il ne peut plus marcher. Ce front républicain, il ne peut plus marcher. Parce que Emmanuel Macron, quand il a été élu en 2022, a dit, un texto, ce vote m'oblige, parce que j'ai conscience qu'une partie des gens m'ont élu pour ne pas voter Marine Le Pen, et quelque temps après, il a fait la loi immigration qu'il a dû durcir pour avoir l'alliance avec les Républicains, et les Français n'y comprennent plus, en se disant, ok, on évite le Rassemblement national, mais finalement, on a des mesures qui sont proches du Rassemblement national, qui sont mises en place par Emmanuel Macron, même s'il y en a une partie qui ont été retoquées par le Conseil constitutionnel. Donc il n'y croit plus. Il y a un mélange de genres qui se fait de manière très importante, et je pense qu'ils nourrissent aussi les voix de Glucksmann, de Raphaël Glucksmann, donc sur la partie gauche. Et je voudrais juste revenir sur un point. Charles Sapin disait c'est la fin d'un ancien monde, mais je ne suis pas si sûre, parce que finalement, le parti qui est traditionnel, construit, qui a été même familial et qui reste là, alors que les Républicains, qui étaient partis traditionnels, font très peu de voix, que Emmanuel Macron n'a toujours pas un parti vraiment conçu avec des élus locaux ou quoi, mais ce parti-là, c'est le Rassemblement national finalement. C'est l'ancien monde qui perdure et qui quelque part rassure une partie des Français qui se disent, eux, ils pensent à peu près la même chose, même si de temps en temps ils changent, ils veulent nous protéger, ils ont des députés, 88 députés maintenant, ils ont quelques élus locaux, ils sont solides. Et je pense que cet ancien monde, il tient la route, mais il tient plus la route aux mêmes endroits qu'avant, c'est-à-dire plus PS, LR, mais côté Rassemblement national. Au point que François Hollande, l'ancien président, disait que le seul parti aujourd'hui véritablement structuré, installé et puissant en France, ce n'est ni le PS ni LR, ni les macronistes, ni les insoumis, mais
le RN. Vous parliez, Émilie, de Raphaël Glucksmann. Ça, c'est quand même la cerise amère sur ce gâteau déjà difficile à avaler pour les macronistes des européennes. C'est que la liste du chef de l'État, elle est désormais talonnée. Je le disais, elle est à 15,5 dans le rolling d'hier. Et désormais, Raphaël Glucksmann est à 14. Il n'y a plus que 1,5 point d'écart. C'est la marge d'erreur. Et beaucoup redoutent le fameux croisement des courbes. Au PS, on commence déjà à s'emballer un petit peu en voyant la tête de liste non seulement arriver en pôle position de toute la gauche, mais à la deuxième place devant les macronistes. C'est possible, c'est plausible, Charles ? Oui, c'est plausible et c'est d'ailleurs, ça va être tout l'axe du discours de Raphaël Glucksmann là, qui est attendu jeudi soir. Mais ce qui s'est passé, c'est assez intéressant et c'est aussi pour ça que cette logique d'Emmanuel Macron du duo avec le Rassemblement national ne marche plus. C'est parce que quand il dit « Sauvez l'Europe, votez pour moi », bah non. Il y a une autre liste pro-européenne et qui prend et qui engrange. Pourquoi elle engrange ? Quand on regarde le détail des sondages, c'est très intéressant. En fait, la liste PS, place publique de Raphaël Glucksmann est une liste réceptacle. Il récupère des électeurs mélenchonistes qui sont très choqués, qui tournent le dos à la France insoumise pour les déclarations sur le Hamas depuis le 7 octobre, pour aussi l'ambiguïté de cette formation politique sur le conflit en Ukraine. Donc là, il y a entre 22-23% d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle qui se reportent sur Glucksmann aujourd'hui. Vous avez 28% d'électeurs de Yannick Jadot, donc des écologistes, parce que on va le dire clairement, la liste ELV pédale dans le quinoa, là, depuis le début de la campagne. Et il y a 20%. En fait, c'est tous les électeurs d'origine de gauche qui ont tourné le dos à Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que réforme des retraites et l'immigration. Et réforme de l'immigration, et qui vont voter pour Raphaël Glucksmann. Tout l'enjeu maintenant pour Raphaël Glucksmann, on le voit sur les reports de vote, il atteint un plafond là. Donc, est-ce qu'il arrive à être réceptacle et à dépasser ça pour avoir une offre positive et à créer un vote d'adhésion ? Pour l'instant, il faut être prudent. C'est pas encore le cas. Mais pour passer devant Valérie Hayer, c'est ce qu'il va devoir faire pendant ce money time. C'est très peu de jours qui restent jusqu'à l'élection. Le money time, comme on dit en basket, ou le sprint final. Alors, à gauche, justement, les Insoumis ont encore, une fois de plus, créé le scandale hier à l'Assemblée. Vous en parliez, Charles, à propos de leur position depuis le 7 octobre. Le député des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu, a été exclu 15 jours. Il va être privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant 2 mois parce qu'au cours de la séance de questions au gouvernement, il avait brandi un drapeau palestinien provoquant une interruption de séance et quelques instants plus tard, vive altercation dans la salle des 4 colonnes entre le député LFI David Guiraud, qui s'était déjà illustré depuis le 7 octobre lui aussi, et son collègue député des Français de l'étranger, Meyer Habib. Il a été traité, ce dernier, de porc par son collègue. On l'écoute. Comment vous leur donnez la parole ? Concerne. Comment vous mais leur donnez la parole ? Qu'est-ce que tu fais là, toi, barre-toi d'ici, toi, à qui tu parles ? À toi, je te On n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu la... C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide, récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Quelle apologie du génocide ? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. S'il y avait justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, Je suis en pleine interview. Qu'est-ce que vous allez me faire ? Qu'est-ce que vous allez me faire ? Vous voyez ces gens-là, ces gens n'en ont rien à faire. C'est un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Palestiniens dans l'Assemblée, vous rien à faire. Ils s'en moquent des bonnes règles. Regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Voilà. Nous, le 7 octobre, on a pleuré les victimes israéliennes. Bon, ambiance, on le voit, et on l'entend pas, mais ils ont même failli en venir aux mains. C'est quand même à la fois violent et lamentable, hein, Yves Tréhard, tout ceci. Bah, c'est assez lamentable, évidemment, c'est violent, mais on est presque habitué. Parce que depuis 2 ans, c'est comme ça. Hein. Il ne faut pas se cacher que pendant le débat sur les retraites, après sur l'immigration, il y a eu des échanges extrêmement violents. Là, c'était pas dans l'hémicycle, c'était dans juste la à côté, salle des 4 colonnes. Ouais. Et avec 2 individus dont on sait qui sont éruptifs et qui sont violents, qui sont sans limite, pour parler comme le président de la République. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est sur un sujet qui est très grave, c'est sur un sujet qui, il faut pas se le cacher quand même, eh bien, est très sensible et qui aussi divise la société française depuis, on va dire, quasiment 80 ans. Et donc, on retrouve là... le clivage traditionnel. Un clivage traditionnel. Enfin...
Exacerbé tout de même ces derniers mois. Exacerbé tout de même, oui, autour du conflit du Proche-Orient. Et je trouve qu'il est ridicule parce que justement la France devrait montrer l'exemple d'un dialogue apaisé, d'une réflexion apaisée. Ça n'a jamais été le cas vraiment, hein. Ça a toujours été chez nous très tendu et c'est dommage. Alors est-ce que c'est dû au fait qu'il y a une communauté juive qui est la plus importante d'Europe? Est-ce que c'est dû au fait que on a la communauté musulmane, arabo-musulmane la plus importante d'Europe aussi? Sans doute. C'est un opportunisme électoral qui est assez détestable et je trouve que ce sujet-là mérite pas justement qu'on le saisisse par ce côté-là. Émilie, ça en dit long d'après vous sur le climat politique aujourd'hui en France et sa violence? Oui, bien sûr, mais c'est normal aussi que ce conflit s'importe en France. Comme l'a dit Yves, on a la plus grande communauté juive, on a un nombre important de musulmans, donc forcément, ça pose des questions à chacun des individus. Mais moi, je trouve que cette altercation, ces méthodes-là, ça décrédibilise, hein, mais de chaque côté. Je pense l'action des responsables publics et politiques qui doivent en effet se montrer beaucoup plus... on a besoin de nuances, on a besoin de calme sur ces sujets et c'est pas du tout ce qu'ils ont montré. C'est le reflet de ce qui se passe dans la société, mais c'est pas ce qu'on aimerait voir au sein des responsables politiques. Justement, on manque vraiment de nuances sur ces sujets. Moi, je pense que ça a été très compliqué dans la communication du gouvernement dès le début, parce que moi, je suis d'accord avec Yves Traire, il faudrait qu'on ait des choses assez posées. On a été toujours sur des positions assez nuancées de ce côté-là. Il faudrait pouvoir continuer. Et là, vraiment, moi, j'ai l'impression que ça décrédibilise complètement la NUPES, Jean-Luc Mélenchon. Et voilà, c'est cette façon monomaniaque d'attaquer les sujets. Et puis, cet opportunisme électoral. Et je pense qu'en reflet, en face, on a un Raphaël Glucksmann qui paraît beaucoup plus modéré. Et je pense qu'il y a des gens qui sont soulagés de voir cette gauche plus modérée, plus nuancée apparaître. On a une espèce de pré-présidentielle avec cette gauche qui réémerge d'une autre façon que l'avait imaginé Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que si Glucksmann arrive devant Valérie Hayet, c'est quand même un petit coup de tonnerre, mais évidemment, le vrai séisme, ça serait un RN à plus de 30% au matin du 10 juin prochain, c'est-à-dire au lendemain du scrutin. Qu'est-ce que ça changerait, Charles Sapin? Comment ça pourrait influer sur la situation politique? Pas grand-chose. Mais je vais juste rebondir sur ce qui a été dit là sur Jean-Luc Mélenchon par Émilie Zapolsky. Je suis pas totalement d'accord sur le côté ça décrédibilise la France insoumise, parce que le but, on le voit bien, il y a un pari communautariste qui est un pari électoraliste et cynique. C'est de récupérer le vote des électeurs musulmans. Le but, c'est pas du tout qu'Émilie Zapolsky se mette à voter pour la France insoumise. Moi, j'ai eu une discussion très intéressante avec vraiment un type passionnant qui est le maire de Fleuranges, qui s'appelle Rémi Dick. Il m'a parlé du bureau de vote numéro 4 de sa ville. Alors, si vous voulez, le bureau numéro 4 de Fleuranges, aux élections intermédiaires, c'est 180 votants. Ça fait en gros 45% RN. Sauf une élection, la présidentielle. À l'élection présidentielle, vous avez 580 votants. C'est 65% la France insoumise. C'est un quartier prioritaire de la ville avec beaucoup de personnes issues de l'immigration. Donc voilà, si vous voulez, là, on voit bien qu'il y a un pari électoral qui n'est pas du tout visé par les européennes, parce que, si vous voulez, c'est les plus âgés qui votent, c'est les plus modérés qui votent. C'est un calcul pour l'élection présidentielle. Et quand on regarde ce pari qui est en fait, Jean-Luc Mélenchon a repris le pari de Terra Nova en le poussant au paroxysme. En 2017, il manque le second tour de 800 000 voix. En 2022, il manque le second tour de 400 000 voix. Et quelle sera la situation en 2027 ? Et donc, sur la question, pour vous, un RN à 30%, ça ne change rien? Alors, pourquoi ça ne change pas grand-chose? Parce que, encore une fois, vous avez, en 2019, le Rassemblement national arrive déjà en tête des élections européennes. Alors, c'était pas de 30, c'était de peu, mais ils se prennent une dégelée 2 ans plus tard au régional, où ils gagnent aucune région et ils ont un score extrêmement bas. Pareil, municipal. Ok, ils gagnent Perpignan, première grande ville, mais c'est la ville qui cache la forêt, c'est-à-dire que derrière, il n'y a rien du tout. Il faut bien comprendre que Marine Le Pen est très haute dans les intentions de vote, elle a des baromètres de popularité qui sont inédits, mais encore une fois, au lendemain des européennes, vous enlevez un joueur du terrain, vous enlevez Emmanuel Macron. Ça veut dire que vous enlevez le principal carburant à Marine Le Pen et au Rassemblement national, qui est l'anti-macronisme. Marine Le Pen, en 2027, va se retrouver face à des candidats qui vont tous se revendiquer du renouveau et de la rupture, et ça va être, je dis pas impossible, mais ça retourne pas à la table, mais ça va être
compliqué, beaucoup plus compliqué pour le Rassemblement national. Vous êtes d'accord, Yves? Très rapidement. Oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et je voudrais revenir effectivement sur le pari de Mélenchon. Moi, j'ai toujours été de ceux, depuis le début, qui pensent que Mélenchon a raison pour lui. Sur le plan de la stratégie électorale. Oui, j'en suis persuadé. Et j'en veux pour preuve qu'effectivement, il s'en moque comme d'une guigne de l'élection européenne. C'est qu'il joue 2027. Et la preuve en est, vous regardez bien les manifs qui ont lieu là, qui sont importantes à Paris, notamment, mais il y en a aussi à Marseille. Manif pour la Palestine. Vous regardez les gens qui défilent, c'est des gamins qui n'ont même pas le droit de vote pour la plupart d'entre eux pour cette élection, mais qui l'auront dans 3 ans. Et donc, ils parient là-dessus. Et il y a un réservoir de voix, j'aimerais qu'il ait tort, mais il y a un réservoir de voix immense et qui se joint au réservoir de voix d'une gauche qui déteste quand même le fonctionnement de notre pays. Très rapidement, Émilie, pour conclure cette partie, en 2 mots. Oui, je ne suis pas du tout d'accord parce que peut-être qu'il gagne des voix par ce côté électoraliste vis-à-vis de cette population, mais il en perd aussi. On sait que Jean-Luc Mélenchon, il est considéré comme... Il fait plus peur que Marine Le Pen à l'heure actuelle, qui s'est normalisée, institutionnalisée, qui a eu cette communication qu'il a fait évoluer. Donc je ne suis pas du tout sûre qu'au final, quand on fait les comptes, il soit gagnant là-dessus. Sur le Rassemblement national, moi je pense que si, ça va changer, même si Emmanuel Macron n'est pas là, ça va changer parce que les personnalités changent aussi. Là, on a l'avènement d'un homme politique, et vous l'avez dit, 28 ans, qui a quand même du bagou, même s'il n'est pas du tout précis, qui plaît, qui ne s'appelle pas Le Pen, qui s'appelle Bardella, qui a vécu en Seine-Saint-Denis son adolescence et sa jeunesse, et c'est la possibilité qu'ils arrivent juste là. Je pense que on voit maintenant cette possibilité qu'ils s'installent, quel que soit en face l'adversaire qu'ils auraient. Et si ce n'est plus Macron, je pense que ça marchera. Et puis on sait bien qu'en Europe, il y a des Mélanie, il y a quand même ce vent populiste qui a le vent en poupe, justement. Merci pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants, on se retrouve très vite pour évoquer le débat sur le débat Macron-Le Pen. À tout de suite. Ça reste entre nous. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Uniquement sur Radio J. Radio J. Éric Ciotti, bienvenue. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Bonjour Clément Beaune. Bonjour. François Durugy, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Philippe Juvin, bonjour. Réveillez l'informé qui est en vous. Écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Entre nous. Radio J, ça reste entre nous. Yves Tréhard, Émilie Zapalski, Charles Sapin. Alors c'est un véritable feuilleton qui depuis un mois fait couler beaucoup d'encre et de salive. La possibilité d'une explication télévisée entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Scénario très sérieusement envisagé à l'Élysée, au point que le président l'a une nouvelle fois relancé dimanche dans le Parisien. Il s'est dit prêt à débattre maintenant avec Le Pen en vue des élections européennes. Si on pense, je cite, que c'est une élection où se joue une partie du destin de la France, ce que je crois, il faut débattre, je suis à sa disposition. La balle est dans son camp. Une fois de plus, Yves, c'est l'Élysée qui relance le sujet, qui le remet sur la table. Cette histoire est lunaire. C'est lunaire. J'ai jamais vu sous la Ve République, puisqu'on a un président désormais élu au suffrage universel, qui lance le bouchon pour dire voilà, je vais. Généralement, c'est toujours l'opposant numéro 1 qui veut défier le président en place. Là, non, c'est lui pour ça front renversé, sans mauvais jeu de mots. Renversé, en plus, parce que mais il est comme ça, notre président. Il est toujours un petit peu outrecuidant, si vous me permettez l'expression. Il est comme ça. Il est persuadé qu'il va la plier dans un match, dans un débat. Faut dire que les 2 précédentes éditions, il les a remportées. Certes, mais regardez, il ferait bien de considérer un peu ce qui s'est passé entre Attal et Bardella. Ouais. Il verrait que là, aujourd'hui, ça serait probablement très différent parce que elle a beaucoup appris, bon ça on le dit à chaque fois, mais surtout elle a beaucoup adapté sa posture, sa stratégie, et donc à mon avis il prend un risque énorme, et pour les Français, mais ça serait
il se dirait, mais pourquoi il veut pourquoi il veut débattre contre elle? Mais il est, pardon, hein, mais il est un peu curieux, ce président. Vous êtes d'accord, Charles, outrecuidant le président dans cette proposition? Non, mais il joue le tout pour le tout. C'est de toute façon, la stratégie, à mon sens, est limpide. C'est-à-dire qu'en voulant, encore une fois, débattre avec Marine Le Pen, il essentialise une élection pour le réduire à un duel exclusif entre lui contre la lèpre populiste et ainsi asphyxier toute autre force pro-européenne pour en fait enclencher un vote utile. C'est grossier, c'est vrai que ça marche depuis 2017, ça a marché en 2019, on se rappelle des affiches. Il y avait son discours, donc c'est moi ou le chaos. Bon, voilà. Marine Le Pen en face, c'était ses grandes affiches. C'était voter contre Macron. Bon, simple, efficace. Ça avait marché. Les deux étaient à 23-24%. Et très très loin derrière, vous aviez Jadot à 14%. C'était vraiment... Là, le problème, c'est que là où ça va coincer, c'est-à-dire que c'est sur les conditions d'organisation du débat. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron dit oui, je suis prêt à débattre, mais il faut que ce soit avant les européennes. Et Marine Le Pen dit très bien, débattons, mais dans ce cas, il faut qu'il mette sa démission dans la balance. En gros, des conditions impossibles à remplir. Le débat, donc, n'aura pas lieu. En revanche, ce qui a lieu, c'est ce débat sur le débat. Et vous avez raison de souligner que le président s'implique finalement presque en tête de gondole. Il était en Allemagne il y a 2 jours et une fois de plus, il a appelé à la mobilisation contre l'extrême droite. Un vent mauvais souffle sur l'Europe. C'est ce qu'il a lancé lundi. On l'écoute. Cette tendance n'est pas une tendance, c'est une réalité en Hongrie. Cela a été une réalité jusqu'à l'élection formidable en Pologne. Et partout dans nos démocraties, ces idées prospèrent, poussées par les extrêmes et en particulier l'extrême droite. Ce vent mauvais souffle en Europe, c'est une réalité. Alors réveillons-nous. Il y a le sens de la formule, il y a un bon discours, il y a de la punchline, il y a de la conviction. Mais est-ce qu'il a raison, Émilie Zapalski, le président, de s'impliquer à ce point-là? Émilie? Émilie? Allô? Oui, allô? Ouais. Est-ce qu'il a raison, le président, de s'impliquer ainsi? Est-ce qu'il est cohérent, surtout? Parce qu'il y a encore quelques mois, il invitait le Rassemblement national aux rencontres de Saint-Denis pour discuter des sujets d'avenir et il plaçait le Rassemblement national au même titre que les autres partis d'opposition. Et là, maintenant, tout d'un coup, c'est le nouvel adversaire à combattre, qu'on soit socialiste, qu'on soit macroniste ou quoi. Donc il y a un problème sur la crédibilité de la position qu'il donne au Rassemblement national qui varie en fonction du moment où il est, c'est-à-dire à 10 jours des élections européennes, il faut que ça soit l'ennemi de toute la France, le Rassemblement national. Donc je pense que il y a un problème de crédibilité de sa parole par rapport à ça. Et puis le fait qu'il s'investisse, surtout le fait qu'il invoque ce débat, moi je pense que c'est un aveu de faiblesse de l'Élysée qui a très peur. Et si le débat n'a pas lieu, c'est complètement perdu. C'est une action, c'est un coup d'épée dans l'eau et même c'est pire, c'est de montrer vraiment cet aveu de faiblesse que Valérie Hayé n'arrive pas à imprimer. Moi je pense qu'Emmanuel Macron, de ce côté-là, il a un véritable problème. Ça date de 2017 et il n'a pas vraiment progressé. C'est de faire grandir les hommes et les femmes avec qui il travaille. Il a toujours peur qu'il ou elle lui fasse de l'ombre. On a vu ça avec Édouard Philippe. Et du coup, il a du mal à déléguer complètement le travail. Il veut être omniprésent et ça ne paye pas. Et puis l'hypothèse de ce débat, le fait qu'il prenne en main les opérations, finalement, ça conforte l'argument du RN qui, précisément, veut faire de cette campagne un référendum anti-Macron, vous le disiez. Oui, tout ce qu'il fait est contre-productif, de toute manière. Là, le discours qu'il a prononcé en Allemagne est incroyable. Plus vous tapez sur les partis populistes et l'extrême droite notamment, plus vous la faites monter. Et en même temps, si vous ne tapez pas, elle monte également. Non, parce que il y a d'autres moyens de faire baisser ces partis-là. C'est justement de s'attaquer aux vrais sujets qui sont le pouvoir d'achat, qui sont la sécurité, qui sont l'immigration, qui sont l'école, enfin bon, je ne sais quoi, mais il y a tout. Des résultats, finalement. Voilà, c'est des recettes, des mesures, mais pas d'aller frontalement se frotter à eux. Ça n'a jamais marché. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que le président de la République a oublié, et ça, c'est une étude de la Fondapol qu'il montre dans le journal du Figaro de mardi, c'est que personne n'est contre l'Europe.
Et ces partis populistes ne sont pas contre l'Europe. Ils ne sont plus contre l'Europe. Ils sont pour une Europe certes différente, mais ils l'ont bien compris. L'opinion publique, elle veut être protégée. Et de plus en plus, la crise sanitaire, l'invasion de l'Ukraine et plein d'autres risques dans le monde font que, les gens, c'est la renaissance des empires. Et ils veulent que la France soit dans l'Empire européen. Alors, par rapport au débat, il y en a un qui n'est pas content. C'est Raphaël Glucksmann. Il a reproché à la majorité présidentielle, je cite, de kidnapper l'élection. Il a dit que le débat à Bardella-Attal de jeudi dernier était une, je cite encore, forfaiture démocratique. Les Français ne sont pas dupes. Ils ne veulent plus de ce face-à-face mortifère pour la démocratie. Et il estime que le pays, et je cite encore, est dirigé par des gens qui sont en train de jouer avec des allumettes dans une station-service. Il a raison, Charles Sapin, Raphaël Glucksmann? Oui, je ne sais pas s'il a raison, mais on revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire ce duel Rassemblement National, Emmanuel Macron, qui a toujours été à l'avantage d'Emmanuel Macron jusque-là. Le problème, c'est que cette logique, c'est quand vous rentrez dans un clivage, c'est-à-dire que vous mettez en sommeil le sempiternel clivage droite-gauche, et que vous rentrez dans un clivage mondialiste, nationaliste, libéraux pro-européens, populistes, enfin chacun l'appelle comme il veut. Le problème, c'est qu'à un moment, il y a une lassitude et les gens appellent à une alternance. Quand vous avez un système droite-gauche, la droite est au pouvoir, la gauche y arrive, la gauche est au pouvoir, la droite y arrive. Quand vous avez un système libéral pro-européen, populiste, à la fin, c'est un mandat des libéraux au pouvoir, 2 mandats. Et puis après, il y a une envie de changement. Et du coup, en effet, la stratégie d'Emmanuel Macron, qui lui a permis jusque-là d'arriver au pouvoir, de s'y maintenir, devient le principal carburant de ses opposants, que sont le Rassemblement National. Et le risque, c'est que l'alternance, ça devienne le Rassemblement National, la force de Marine Le Pen. Et c'est ce que Raphaël Glucksmann dénonce. Après, ce qui peut aller dans le sens de Raphaël Glucksmann, c'est cette dernière année, moi, j'ai fait tout un tour d'Europe pour voir un peu ce qui se passait, notamment. Un tour d'Europe des colères, et que vous venez de publier, ramasser dans un livre qui a été publié, rappelez-nous, aux éditions du Cerf. Voilà, c'est sympa, oui, exactement. Merci beaucoup. Excellent livre d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est quand on voit, alors en effet, toutes les forces nationalistes sont en dynamique partout, d'un bout à l'autre du continent, mais ce qu'on voit également, c'est un retour au clivage droite-gauche, c'est-à-dire que cette opposition entre force libérale pro-européenne populiste d'à côté, on voit que c'est un cycle qui se termine, c'est ce que j'entendais par c'est la fin d'un cycle, et on voit par exemple en Italie, alors Giorgia Meloni, qui est une nationale conservatrice, qui a repris le pouvoir, elle incarne la droite, ce que n'incarne pas du tout Marine Le Pen, et en incarnant cette droite, il y a aussi une gauche qui ressuscite, c'est le Parti démocrate en Italie, qui est dirigé par Elly Schlein. Émilie, vous êtes d'accord? Oui. Oui, et puis je pense, moi je suis tout à fait d'accord qu'il y a cette espèce de retour au clivage droite-gauche qui se profile, et Macron fait comme s'il ne le voyait pas, comme si ça n'existait pas s'il ne le prenait pas en compte, donc en continuant à organiser le duel avec le Rassemblement National. Mais quelque part, je pense que ça montre aussi l'échec du en même temps. On est dans les limites du en même temps, qui n'a pas donné les preuves de sa réussite. C'était un beau projet sur le papier, ça ne marche pas dans la réalité. Ça a des limites, ça fait faire des politiques qui ne sont pas très cohérentes. Ça n'arrive pas à avoir la majorité pour faire un programme qui soit suivi. Alors ça réagit peut-être assez bien aux crises, parce que c'est le pragmatisme court-termiste, mais ça ne satisfait pas les gens finalement. Et je pense que Raphaël Glucksmann, il a aussi des voix de ces gens qui ont voté pour Macron, justement pour ceux en même temps, en 2017, plutôt évidemment tirés par l'aile gauche, et qui sont déçus, et qui imaginent qu'avec Raphaël Glucksmann, il y aura peut-être quelque chose de plus équilibré. Je pense que ce qui pêche dans le en même temps, et c'est pour ça que ça rassure le clivage gauche-droite, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, si ce n'est décider contextuellement d'aller un peu à droite, un peu à gauche, au jour le jour, et ça ne fait pas une politique qui séduit dans la durée les gens. C'est une politique court-termiste qui séduit, mais de manière court-termiste aussi. Alors, il y a un des artisans du en même temps qui, lui aussi, s'est montré peu convaincu, pour ne pas dire extrêmement dubitatif, par la proposition d'Emmanuel Macron de débattre avec Le Pen. C'est son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui s'exprimait à ce sujet sur TF1. On l'écoute. Emmanuel Macron, je vous pose la question, est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Dit, eh ben oui, mais moi aussi, allez, je serai prêt à débattre avec Marine Le Pen. Alors, permettez-moi de faire une différence. Que le Premier ministre, qui est le chef de la majorité, il n'est pas candidat à cette élection, mais enfin, il est le chef de la majorité. C'est à ça que ça sert, un Premier ministre. Notamment, ça sert aussi à d'autres choses, mais enfin, c'est à ça que ça sert. Il est chef de la majorité. Que le chef de la majorité discute avec le
chef d'un parti politique débatte avec le chef d'un parti politique, ça me paraît pas scandaleux, ça me paraît assez normal. Que le chef de l'État, j'ai compris que le président de la République avait choisi de lancer je ne sais pas si c'est lancer cette invitation, en tout cas évoquer cette possibilité, explique que dans un cadre par ailleurs électoral, il se propose de débattre avec avec d'ailleurs une personnalité qui n'est pas un chef de parti, qui est une personnalité politique, qui se prépare sans doute à l'élection présidentielle, mais enfin, c'est plus surprenant. Et c'est un peu plus surprenant, je ne sais pas si c'est nécessaire, c'est un peu plus surprenant, voilà. C'est un euphémisme, pourquoi surprenant? Ça veut dire quoi, surprenant? C'est-à-dire que ça me surprend. Vous voyez, je suis pas sûr que j'aurais imaginé que spontanément que c'était une bonne idée. Bon, mais voilà, c'est l'idée du président. Il a le droit de vouloir débattre. Bon, ça s'appelle, en football, ça s'appelle un tacle, Yves Tréhard. Ouais, mais un tacle gentil. Je dirais que c'est pas un tacle à l'italienne, c'est un tacle très sympathique. Non, mais c'est Édouard Philippe, et c'est sa limite d'ailleurs. Pardon, oui. on parle de Macron, mais il faut parler de lui aussi. Sa limite, vous voulez dire? C'est sa limite, c'est-à-dire que comme ça, il va jamais y arriver, quoi. Il va falloir qu'il fasse... Pas assez dur sur l'homme, comme on dit en football. Ouais, je pense qu'il sera mieux comme journaliste à Radio J, comme commentateur. On l'accueille volontiers. Mais non, je suis un peu dur, mais non, c'est sa limite. Il fallait qu'il y aille plus franco, là, dans la condamnation de cette idée farfelue du président de la République, et dire que lui, par exemple, il n'aurait jamais fait comme ça, que c'était hors de question. Enfin, vous voyez, c'est quand même assez étonnant. Je vois pas comment il va pouvoir faire sa campagne pour se préparer à l'élection présidentielle sur ce ton-là et sur ce mode-là. Il va falloir qu'il change de braquet. Émilie, vous êtes d'accord? Un peu mou du genou, oui. Édouard Philippe? Je suis complètement d'accord, et puis c'est un côté un peu énervant, parce que c'est toujours un petit peu le même ton, un peu amusé, un peu cynique, il donne ses petites leçons avec ce côté humour qui est sympa, qui est très très sympathique, et on lui a beaucoup dit ça, ce style-là, quand il était Premier ministre, ça plaisait aux gens, mais c'est quand même très mou, et puis c'est une façon de venir, on dit toujours, les cartes postales, alors il donne quelques commentaires comme ça, puis après il se mouille pas plus. Non, moi je suis complètement d'accord avec Yves Tréhard, il fera pas sa campagne comme ça. Alors après, sur des choses comme l'immigration, il est venu avec les gros sabots en forçant le trait qu'avait commencé à tracer Emmanuel Macron, mais hop, il se retire aussitôt. Non, je pense que pour l'instant, ça dessine un style sympathique, cynique, un peu british, mais je vois pas très bien ce qu'il va pouvoir faire. Bon, après, il y a encore du temps. Si c'est pour 2027, il est en train aussi de ratisser côté élus locaux, essayer de construire son parti. Donc, il faut lui laisser le temps. Mais pour l'instant, c'est pas très convaincant. Alors, un mot sur Édouard Philippe et les autres prétendants. Charles Sapin, vous disiez à juste titre que ça n'avait pas forcément d'impact, un RN à 30% au lendemain du scrutin européen. En termes de progression de l'extrême droite. En revanche, ça peut avoir un impact sur l'ambiance dans la majorité, parce que si le président prend une telle claque, ça y est, la course des petits chevaux est lancée, quoi. De toute façon, que ce soit une demi-claque ou une ristourne énorme, la guerre de succession commence le 10 juin. Ça, c'est certain. Pour ce qui est d'Édouard Philippe, moi, j'irai dans votre sens. Moi, je pense qu'il est... 3-0. Non, mais le problème, c'est qu'il est juppéiste jusqu'au bout des ongles, c'est-à-dire qu'il est persuadé que le président de la République est nommé. Non, en fait, il est élu. C'est juste un petit problème. Pour ce qui est des autres prétendants, il y en a pléthore. Moi, il y en a un qui m'intéresse particulièrement, parce qu'on n'en entend pas du tout parler. C'est Jean Castex. Jean Castex, l'hypothèse Jean Castex est de retour. Le PDG de la RATP. Mais je crois que le thème de l'émission, c'est on se dit tout. Donc absolument, moi j'y vais. Absolument, mais ça reste entre nous, ne vous inquiétez pas. Je sors du bois. Pourquoi Jean Castex m'intéresse? Parce que en fait, il pourrait faire une Chirac-Sarkozy à l'envers. C'est-à-dire une rupture franche de forme pour que le fond idéologique continue. Il vient de la droite, Macron venait de la gauche. Il est âgé, Macron était jeune. Il est enraciné, Macron est né plus ou moins dans un salon Air France. Enfin, si vous voulez, il y a vraiment une rupture très franche qui permettrait aux Français de donner cette idée que finalement on tourne la page, on a quelque chose de différent, alors qu'il y a une continuité idéologique. Mais est-ce qu'il y croit lui-même? Est-ce qu'il le veut, Jean Castex? Quand on regarde avec attention son cabinet, avec qui il est entouré à la RATP, il y a des profils très politiques quand même, pour gérer cette entreprise publique. Donc je ne sais pas s'il en a envie ou pas, mais je pense que c'est un justement parce qu'on n'en parle pas, c'est un candidat à surveiller. Vous y croyez, Yves Tréhard, Jean Castex? Oui, le scénario Castex? Je suis tout à fait d'accord, et d'ailleurs je crois qu'à l'intérieur de la majorité, il y en a quelques-uns qui pensent la même chose. Jean Castex, effectivement...
on se dit, très souvent, on se dit, Attal, il ferait... mais il faut pas qu'il y ait un profil qui soit comparable à celui du président de la République sortant. Il faut que ça soit une rupture. Et c'est vrai que... bon, alors, là où je diffère un peu quand même par rapport à Charles, quand il dit qu'il est... Il est vieux, il est pas vieux quand même. Tout est une question de point de vue. Bon, vous me voyez pas, mais bon, c'est vrai que bon, j'ai presque le même âge que lui. Non, lui a presque le même âge que moi. Vous êtes beaucoup plus jeune. Non, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une rupture et je pense qu'effectivement, il peut avoir ses chances. Alors, est-ce qu'il le veut? La rumeur dit qu'il y pense. Eh bien, nous aurons sans doute la réponse dans les prochains mois. Merci les amis pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants, on se retrouve très vite pour évoquer le dossier sensible de la fin de vie, actuellement en débat à l'Assemblée. À tout de suite. Ça reste entre nous. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Uniquement sur Radio J. Radio J. Docteur Jean-Michel Cohen, bonjour. Bonjour Serge. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Gilles William Goldnadel, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Sophie Cluzel. Réveillez l'informé qui est en vous. Écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Qu'est-ce que vivre? Ça reste entre nous, Radio J, Yves Tréhard, Émilie Zapalski, Charles Sapin. Alors c'est une question vertigineuse sur laquelle les parlementaires se penchent depuis lundi, celle de l'aide à mourir. Question sensible, c'est le moins qu'on puisse dire. Les députés examinent les 21 articles du projet de loi sur l'accompagnement des malades et de la fin de vie, c'est son nom, qui ouvre pour la première fois en France la possibilité d'un accès à une mort médicalement assistée pour les malades incurables. Un véritable casse-tête médical, juridique et politique, Yves Tréhard. Oui, c'est un sujet qui est compliqué, c'est un sujet qui est beaucoup moins consensuel qu'il avait été dit. Que ce que le gouvernement pouvait espérer. Et puis, bon, ça change tout le temps. Je dirais que le contenu du texte change tout le temps. Et là, il a été quand même beaucoup remanié en commission à l'Assemblée nationale. Donc, on va voir ce qu'on va voir. Moi, ce que je vois surtout, c'est que la promesse d'Emmanuel Macron n'est pas tenue. Sa promesse, c'était effectivement peut-être d'ouvrir... Rappelez-la la promesse, oui. C'était d'ouvrir effectivement la loi Claes-Leonetti pour qu'il y ait effectivement, je ne sais pas comment appeler ça, une aide à mourir, effectivement, mais extrêmement encadrée. Or là, j'ai l'impression que les verrous sautent les uns après les autres. On verra s'ils seront rétablis. Voilà. Et puis moi, sur le fond, je suis contre. Je suis pour l'aide à vivre, mais pas pour l'aide à mourir. Émilie, un mot sur cette peut-être erreur d'appréciation du gouvernement qui envisageait effectivement un sujet beaucoup plus consensuel. Alors, ça dépend d'où on parle, c'est-à-dire est-ce que c'est consensuel au sein de l'opinion publique ou est-ce que c'est consensuel chez les politiques? Chez les politiques, on voit que ça pose des discussions assez importantes. Je pense qu'au niveau de l'opinion publique, et d'ailleurs les sondages l'ont montré, qu'on est beaucoup plus progressiste et qu'on a envie que ça bouge. Le dernier sondage, il date d'il y a 2-3 ans, je crois, ça n'avait pas été sondé depuis les années 90, depuis plusieurs dizaines d'années, et on voit que la population française a beaucoup évolué là-dessus. Moi, je pense que c'est aussi une question d'affirmation. Macron, il y est allé vraiment tout doucement là-dessus. Il avait proposé ça il y a longtemps, puis finalement il a reculé, puis finalement il y est revenu. Je crois qu'il n'arrive pas à assumer une position parce qu'il a peur justement de ces discussions qui sont en train d'avoir lieu. C'est pas le seul sujet, j'ai envie de dire, sur lequel il a du mal à assumer une position, le président. Exactement, et c'est des sujets sur lesquels il faut être assez fort. Je ne sais pas si vous vous souvenez des discours à l'Assemblée sur le mariage pour tous. Et voilà, il faut qu'il y ait une voix assez forte s'il veut avoir cette réforme, pouvoir cocher cette case-là qui serait assez importante pour lui parce que sur le reste c'est plus compliqué. Il faudrait qu'il assume diversement. Moi personnellement, je ne suis pas pour spécialement ce qu'on pousse les gens à mourir, mais je pense qu'il y a un manque par rapport à la loi Leonetti. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce domaine, beaucoup de choses qui se font, qui ne se disent pas, beaucoup de responsabilités du coup que portent parfois certaines familles, parfois certains médecins, et c'est pas normal. Donc je pense que c'est important de se poser toutes les questions sans qu'il y ait de tabou, et il faut encore une fois avoir conscience que la société française est quand même prête à avancer sur le sujet et pas à faire un tout petit pas, à faire un grand pas. Et encore une fois,
on peut rappeler les chiffres, hein, c'est comme pour l'immigration. Ça ne va pas concerner tout d'un coup 20% de la population française. Je crois qu'on se fait des peurs là-dessus et ça empêche d'affronter les choses de manière un peu neutre, un peu sage, un peu nuancée. Voilà, il faut voir les cas que ça représente. On ne va pas ouvrir tout d'un coup la boîte de Pandore du suicide assisté. Ça ne va pas être la mort pour tout le monde ou pour, je ne sais pas combien, 20% de la population. Il faut arrêter. Donc je pense que c'est important et je pense que le gouvernement devrait être assumé plus fermement. Là, on entend un ancien ministre, François Braun, dire tous ces états d'âme de médecins, c'est bien, mais je ne suis pas sûre que ça soit une communication tout à fait contrôlée s'ils veulent faire passer une loi quand même assez costaud. Alors vous avez raison, ça tangue beaucoup au sein de la majorité. Yves le rappelait lors de son examen en commission. Les députés de gauche, avec l'appui d'une partie du camp présidentiel, ont modifié certains des 5 critères d'accès à l'aide à mourir. La majorité est extrêmement divisée. On va écouter tout de suite le rapporteur, Olivier Falorni, rapporteur général de la commission spéciale, et juste derrière la ministre de la Santé, Catherine Vautrin. Qu'est-ce que vivre veut dire? Quand vivre n'est plus que souffrir sans espoir de guérir. Il existe des souffrances que rien ne peut soulager. C'est pour cela qu'il faut aussi un ultime recours, celui d'une aide à mourir afin que des êtres humains condamnés par la maladie ne soient pas aussi condamnés à l'agonie. À travers ce débat, nous disons aux patients que jamais nous ne les abandonnerons face à leurs souffrances. Nous disons aux soignants que jamais nous ne les abandonnerons face à leurs dilemmes, face à leur conscience. Nous disons au monde que jamais la France ne renoncera à ses valeurs de courage, de respect de la dignité humaine, de solidarité, de fraternité. Bon, sujet extrêmement complexe. Charles Sapin, est-ce que c'était une bonne idée de l'inscrire le 27 mai? On sentait qu'il y avait une petite idée tactique derrière, c'était d'embêter évidemment les Républicains et la personne de la tête de liste, François-Xavier Bellamy. Ah bah totalement. Finalement, c'est un projet de loi qui est dans les tuyaux depuis très longtemps. Ça date même du premier quinquennat. Donc le calendrier est absolument pas anodin. De toute façon, ça aussi, c'est quelque chose que Emmanuel Macron fait très souvent. Quand on regarde le bilan de son septennat, si je puis dire, parce qu'on est à 5+2, le volet sociétal est de loin le plus fourni. Si on reprend dans l'ordre, vous avez l'ouverture de la PMA aux femmes seules et homosexuelles. Vous avez l'inscription à l'état civil des enfants issus de la GPA. Vous avez la limite pour l'IVG poussée à 14 semaines. Vous avez l'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG. Et maintenant, vous avez le suicide assisté. Bon. En fait, pourquoi il y a cette arme sociétale qui arrive toujours et, comme par hasard, un peu dans une séquence électorale? C'est parce que c'est des fabuleux sujets de diversion. C'est quelque chose qui touche un peu à l'intime, aux gens, ça fait parler et finalement... C'est vrai que tout le monde est concerné, évidemment. C'est très facile en fait d'injecter un sujet dans le débat public et quand vous injectez le sujet majeur du débat public, vous contrôlez le débat public. Pratique en temps d'élection, surtout que quand on regarde les sondages, moi j'ai regardé un sondage Cluster 17, là vous avez 87% des Français qui sont pour. Ils ne savent pas exactement dans le détail pourquoi ils y sont, mais plus ou moins ils y sont favorables. Ça permet de mettre les forces, les républicains contre l'opinion. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, sur l'immigration, sur d'autres sujets. On parlait du Rassemblement national, qui est extrêmement divisé sur la question. Sur tout ce qui est sociétal, Marine Le Pen, d'ailleurs, elle n'ose pas mettre un doigt dans la machine. Elle dit « Ouh là là, liberté de vote. » Bon. Donc voilà, donc c'est un coup politique. Et comme ça a été très bien dit par Yves notamment, enfin, c'est des sujets extrêmement graves qui méritent du temps, de la réflexion et qui méritent plus qu'un coup politique. Diversion, vous êtes d'accord avec Charles, Yves? Oui, bien sûr, c'est effectivement une diversion. Bon, néanmoins, c'était une promesse de campagne. Et il y a un vrai sujet. Un vrai sujet. Mais il n'y avait pas urgence. Ça, c'est comme la Nouvelle-Calédonie. Et évidemment, l'agenda est choisi. Donc, il y a quand même la volonté de faire mal à un adversaire. C'est clair. Plus de 3300 amendements déposés, dont plus de la moitié par LR et le RN, qui, vous le disiez, sont très embêtés. Donc c'est peut-être un moyen aussi de camoufler un embarras. Est-ce que, Émilie Zapalski, ça peut passer ce texte ou est-ce que ça peut s'échouer, contrairement à ce que prévoyait le président de la République?
Moi, je sais pas. J'imagine que quand même, ils vont pouvoir arriver à le faire passer. C'est normal il faut que ça s'exprime, que toute cette opposition, il faut que ça s'exprime. C'est quelque chose de grave. Chacun il y a le caractère individuel de cette question, il y a la religion, il y a plein de choses qui s'ajoutent à tout ça. Donc, il faut cette période un peu exutoire pour tout ça. À mon avis, on devrait y arriver parce que, en tout cas, il faut que les politiques se rendent compte que, comme l'a dit Charles Sapin, 87% des Français sont pour qu'on aille plus loin. Donc il y a une prise de conscience de chaque responsable politique là-dessus. Moi, je pense qu'on pourrait y aller. Mais est-ce que ça va faire... Moi, je dis attention à la diversion, parce que les diversions qu'utilise Emmanuel Macron sont parfois vraiment compliquées à gérer après coup. Je prendrai que la diversion qu'il avait utilisée pour faire diversion pour la loi retraite. Il avait parlé de Depardieu, vous vous souvenez Absolument. Voilà, il a dû rattraper le coup après. La fierté d'être français. Voilà, on est tous fiers d'avoir Depardieu comme acteur. Ok. Il s'est rendu compte que ça avait eu un impact, et ça, un impact sur l'électorat féminin. Donc, il a essayé de faire marche arrière avec un article dans le L, une interview qui revient sur ça en disant « Je défendais pas un agresseur, défends les victimes, etc. » Il faut faire très attention que cette diversion, justement parce que c'est plus compliqué que ce qu'il pensait à l'Assemblée nationale, ne se retourne contre lui. Elle est destinée à mettre mal à l'aise les Républicains et le Rassemblement national, mais finalement, ce qu'on voit, c'est encore un gouvernement qui, même sur une loi d'ordre sociétal, a du mal à faire passer ses textes, n'a pas de majorité, n'arrive pas à convaincre, et ça peut lui coûter cher encore. Il y a Glucksmann, toujours en embuscade, donc il y a des gens de ce côté-là qui ont envie que ça bouge et qui se disent peut-être que Macron, non, ça marche pas, même sur le plan sociétal. Eh bien, merci à tous les trois, les amis, merci pour vos beaucoup. infos, merci beaucoup. explications Merci. lumineuses et éclairages. Nous savons tout de la dernière ligne droite de la campagne européenne, du débat sur le débat Macron-Le Pen, la discussion sur le sujet délicat de la fin de vie. Bonne soirée, bonne fin de semaine à tous. On se retrouve mercredi prochain, 21h. Et d'ici là, bien sûr, je compte sur vous et votre discrétion, surtout vous, Yves. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Ah oui. Tout ceci reste entre nous. Excellente soirée, à très bientôt. Radio J.